Repentez-vous, amis cinéphiles, l'apocalypse hollywoodienne est imminente et elle s'appelle Doomsday. Dune 3 et Avengers, deux des plus gros blockbusters de l'année, le même jour. Comment c'est possible? Qui survivrait à un tel affrontement? Et surtout, est-ce qu'il aura vraiment lieu? On va essayer de répondre à ces questions. Les majors hollywoodiennes réservent généralement leurs plus grosses productions pour deux périodes bien précises de l'année, où les familles, une de leurs cibles principales, sont les plus motivées pour profiter de la clim ou du chauffage pendant 2 heures. Les vacances d'été et les vacances de Noël. L'été, ça va, il y a de la place. Alors, c'est très encombré, certes, comme l'année dernière, où il y avait eu Superman, Jurassic World et les 4 Fantastiques en à peine un mois, et c'est sûr que la prolifération des blockbusters estivaux dans les années 2000 et 2010 a augmenté le nombre de perdants au box-office. Mais il y a quand même de la place, à chaque semaine son film de franchise, et on compte les billets en août. En décembre, c'est un peu plus serré. En général, il y a de la place pour un gros film d'animation, souvent un Disney, et une très grosse superproduction, parfois un Disney, et puis se cale parfois 1 ou 2 autres blockbusters supplémentaires, pas plus. Cette année, la place a d'abord été prise par Dune, partie 3, adaptation du Messie de Dune, qui fait suite au diptyque de Denis Villeneuve, toujours avec Timothée Chalamet et Zendaya, entre autres. Quand Warner, qui distribue le film, a réservé son créneau, tout était censé se passer pour le mieux, puisque Avengers Doomsday, très attendu crossover de l'univers Marvel, était alors prévu pour bien avant. À la base, il devait même sortir il y a 1 an, le 2 mai 2025. Mais bon, vous savez à quel point l'univers Marvel est dépendant du calendrier hollywoodien, alors quand des grèves de scénaristes ont éclaté, ils ont dû décaler leur blockbuster par brouette entière. Résultat, Avengers s'est retrouvé le 1er mai 2026, puis le 16 décembre 2026. Donc oui, les deux films, clairement 2 des plus gros films de l'année, si ce n'est les 2 plus gros films de l'année, se retrouvent sur la même date, ce fameux 16 décembre 2026, le 18 décembre aux États-Unis, où les films sortent traditionnellement le vendredi. Alors éliminons tout de suite le narratif marketing et l'effervescence des réseaux sociaux. Non, ce n'est pas le nouveau Barbenheimer. Rappelez-vous, en 2023 étaient sortis en même temps 2 des plus gros films de l'année, Barbie et Oppenheimer. Le côté un peu 2 salles, 2 ambiances avait beaucoup amusé Internet, qui lui avait donné le surnom donc de Barbenheimer. Quant aux lecteurs d'écran large, ils avaient saisi l'ironie de la situation, Christopher Nolan, réalisateur d'Oppenheimer, ayant tout juste quitté Warner Bros, producteur de Barbie. Les films ont fait un gigantesque carton et sont d'ailleurs devenus les premiers et 3e plus gros succès de l'année au box-office mondial, prouvant d'une part qu'on peut sortir 2 superproductions massives, dont l'une dure quand même 3 heures, sans trop limiter le nombre de copies disponibles, d'autre part que les 2 films peuvent fonctionner simultanément. Beaucoup sont allés jusqu'à mettre ce double succès au crédit de l'engouement des réseaux sociaux, et c'est sûr que ça a un peu aidé. D'ailleurs, du côté du marketing des films qui nous intéressent ici, on a clairement cet exemple en tête. Lors d'une projection spéciale de Marty Suprême, Robert Downey Jr. et Timothée Chalamet, vedettes des 2 films, ont même officiellement nommé la chose, comme pour forcer un peu ce que les réseaux sociaux avaient créé d'eux-mêmes il y a 3 ans. C'est peut-être un peu gros, là. Parce que, soyons sérieux 5 minutes, si Barbie et Oppenheimer ont cartonné, c'est 1. Parce que c'était des bulldozers promotionnels, 2. Parce qu'ils visaient un public différent. Aux États-Unis, ils ont le droit de faire des stats, donc on le sait, les films ont attiré des tranches d'âge différentes, des genres différents aussi. Selon The Hollywood Reporter, qui se base sur des données du service Post-Track, 69% des gens qui sont allés voir Barbie sur le premier week-end étaient des femmes. Sur le deuxième week-end, c'était 71%, une proportion notable dans une industrie du divertissement qui compte souvent sur un public de jeunes hommes. Lors de sa première semaine, Oppenheimer a attiré 62% d'hommes, 58% en deuxième semaine. Autre stat assez parlante, Barbie a attiré plus du double d'ados par rapport à Oppenheimer, ce qui est cohérent puisque la promo de Barbie misait sur le marketing viral et que Oppenheimer était classé R. Le film de Nolan a en revanche attiré beaucoup plus de spectateurs de plus de 55 ans. Alors oui, plein de gens sont allés voir les deux, et il y a eu une partie de la démographie commune on va dire, mais ils doivent quand même leur succès au fait qu'ils étaient aux antipodes l'un de l'autre sur la case superproduction hollywoodienne. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui a fait la popularité du phénomène Barbenheimer, c'est juste un peu marrant de voir 2 films si différents sortir en même temps. Il y a un risque en appuyant sur ce bouton de détruire le monde. Ça vous arrive de penser à la mort ?
Avengers Doomsday et Dune 3 sont bien plus similaires. Alors certes, Avengers a un côté un peu plus pop culture, Dune a un côté un poil plus auteur, la saga portant la marque de son réalisateur Denis Villeneuve, mais ça suffit pas, alors c'est pas hyper pertinent de comparer les deux précédents opus des sagas respectives, mais juste pour l'expérience, faisons-le, Dune 2 avait attiré 59% d'hommes lors de son premier week-end, selon Screen Daily, Avengers Endgame avait attiré 59,7% d'hommes, selon Box Office Profile, cité par Box Office Pro. Niveau âge, on a un public un peu plus âgé du côté de Dune 2, avec 64% au-delà de 25 ans contre 53,4% pour Avengers, mais vous avouerez que c'est quand même pas vraiment la même chose que Barbenheimer. Petite parenthèse, au passage, je sais que parler de tranche d'âge et de genre uniquement, c'est extrêmement limité pour établir des profils des spectateurs, et qu'il faudrait beaucoup plus de statistiques pour vraiment être précis. Je sais aussi que se contenter d'un échantillon américain peut être trompeur. Malheureusement, c'est souvent les seuls fournis par les médias américains et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on n'incorpore pas habituellement ces données dans nos comptes rendus du box-office. Mais dans ce cas, je me suis dit qu'elles seraient quand même suffisantes pour donner une idée de à quel point Doomsday n'est pas le nouveau Barbenheimer. La comparaison que je ferai plutôt, c'est... vous voyez dans les films de bagnole des années 2000, quand deux voitures foncent l'une vers l'autre, et en gros c'est le premier qui dévisse qui a perdu. Voilà, moi je pense que c'est à peu près ça. Dune s'est inséré tranquillement sur l'autoroute du 16 décembre, mais l'hélicoptère de Mickey a largué sa propre bagnole en face, et le plus fascinant c'est qu'ils n'ont pas hésité à appuyer sur le champignon. Au début, tout le monde s'est dit que l'un des deux allait céder, parce que c'est pas vraiment des bagnoles là, c'est des tanks. À eux deux, les films emploient à peu près l'intégralité de ce qu'Hollywood compte d'acteurs en vogue, mais surtout ils ont le poids de franchises en titane, à ma gauche, avec les jantes encore pleines de sable et de billets, Dune 3. What a lovely day! Troisième volet d'une saga qui a su faire grandir son public. Encore gêné par le Covid, le premier volet avait fait 410 millions de dollars de recettes, le second en avait fait 714 millions. La promotion vient à peine de commencer, mais avec Robert Pattinson en plus dans le casting, on se demande bien combien va faire le troisième. Quant à Avengers Doomsday, dois-je vraiment le présenter ? Le moteur a bientôt 20 ans, mais il marche encore du feu de Dieu. Inutile de vous rappeler le phénomène d'Avengers Infinity War et Endgame, parmi les plus gros succès de l'histoire de l'humanité. La promotion vise clairement les mêmes cimes, avec des ambitions de crossover quasiment dignes du dernier Smash Bros. Certes, le Covid et les grèves ont fait subir un petit passage à vide au MCU, qui a eu un peu du mal à lancer de nouveaux personnages, qui a complètement foiré l'arc narratif de Kang, pas aidé par la condamnation de son interprète, et qui a connu les premiers échecs de son histoire, mais la marque Avengers est surpuissante et ils n'ont pas hésité à ramener toutes les têtes d'affiche de Avengers Endgame, histoire de lâcher une bombe à hydrogène sur la planète pop culture. Évidemment, on n'est pas dans les petits papiers des studios, mais on peut se demander si Disney ne comptait pas sur Warner pour donner un petit coup de volant une fois lancé à pleine vitesse sur sa route, parce qu'ils ont diffusé un compte à rebours avant la sortie, par exemple, donc ils ont l'air assez certains. En même temps, ils ont clairement l'avantage. Mais Warner reste pied au plancher. Parmi les journalistes qui ont l'habitude de colporter les rumeurs qui parcourent l'industrie, il se dit que Warner ne bronche pas. C'est le cas de Matt Belloni dans le podcast The Town, selon qui Warner persiste et signe. Ils étaient là en premier, c'est pas à eux de bouger. Warner sait aussi qu'il a une arme secrète dans son coffre. Et cette arme, c'est l'IMAX. Oui, car les formats premium, comme on dit, dont l'IMAX est le plus important avec Dolby peut-être, ont désormais un gros poids dans l'exploitation cinématographique, et plus seulement aux États-Unis. Selon la marque, les séances IMAX représentaient 20% du box-office mondial de Dune 2 lors de ses 12 premiers jours d'exploitation. Et oui, parce que les places sont chères, comme vous l'avez sans doute remarqué en vous étranglant la dernière fois que vous avez vu un ticket de cinéma. IMAX aime les productions et les cinéastes qui font rayonner son prestige, comme Christopher Nolan ou Denis Villeneuve. C'est pourquoi Dune 3 a un partenariat avec eux depuis bien longtemps, depuis bien avant l'arrivée d'Avengers sur sa route. Puisqu'il utilise des caméras IMAX 70 mm taillées sur mesure pour son dispositif technique, il a droit à une exclusivité des écrans IMAX. Et bien que les frères Russo aient tourné Doomsday avec des caméras numériques validées par IMAX, ils n'auront accès à aucune de ces salles. Alors, ouais, Disney risque bien de gagner la bataille du box-office, mais à quel prix ?
Alors bon, eux aussi ils ont des armes dans leur coffre, hein. Selon The Wrap, ils miseraient donc sur les autres formats premium comme Dolby, D-Box ou 4DX. On souhaite bon courage à vos lombaires. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient des exclusivités avec ces formats non plus. Du coup, ils ont décidé de bricoler, on va dire, avec les moyens du bord, de bricoler ça. Yep, face à l'accaparement des salles IMAX par Dune, Disney vient d'annoncer à la CinemaCon l'Infinity Vision. Alors c'est beau, c'est clinquant et ça ressemble à un format prestigieux, mais c'est pas du tout la même chose que l'IMAX. Par exemple, l'Infinity Vision n'est pas une technologie, c'est une certification. C'est-à-dire que les gens de Disney vont mettre un label sur les salles haut de gamme qui correspondent à leurs critères. Alors dans leurs critères, il y a la taille de l'écran, la présence d'une projection laser, c'est vachement mieux c'est sûr, des systèmes audio prestigieux, des bornes qui offrent la possibilité de s'inscrire à écran large pour nous permettre de continuer à faire ce genre de vidéos et avoir accès à des dossiers exclusifs, dont le lien est dans la description par exemple, voilà. Mais comme le remarque Clubic, tout ce qu'on sait sur les standards techniques qu'ils évoquent dans leur communiqué, c'est qu'ils sont rigoureux. C'est pas beaucoup. Bref, c'est un gros effet d'annonce et beaucoup de médias et observateurs sont un peu méfiants. D'ailleurs, la directrice financière d'IMAX n'est pas dupe. Au Hollywood Reporter, elle disait « De notre point de vue, nous avons l'impression qu'il s'agit d'une tactique marketing pour compenser le fait qu'ils n'ont pas de plateforme et de marque IMAX pour Avengers Doomsday. » Disney se prépare à la concurrence avec Dune et vu qu'ils se sont fait shipper les salles IMAX, ils fabriquent de toutes pièces leur format de prestige dans une industrie qui en comporte déjà un paquet. Donc vous avez déjà vu un film en D-Box, vous ? Le fait que Disney s'investisse dans le Infinity Vision, à ce moment de l'année, prouve, à mon humble avis, qu'il se sent prêt à encaisser le choc. Il a mis sa ceinture de sécurité, il a rédigé son testament sur le tableau de bord, et il a activé les airbags centraux. C'est parti. Malgré cette histoire d'IMAX, Avengers a tout de même des pare-chocs bien plus costauds, à savoir une armée d'aficionados de l'univers Marvel qui ont l'habitude de lui assurer des premiers week-ends solides, et il compte là-dessus. Si j'ai raison là-dessus, ça laisse deux options. Option 1, Warner ravale sa fierté et se range. C'est très improbable, mais c'est pas complètement impossible, car un créneau vient de s'ouvrir la semaine précédente, le 11 décembre. Auparavant, il était occupé par Jumanji 3, ou 4, ça dépend si votre enfance était cool, sauf que les mecs de Sony ont vu l'ouragan Doomsday arriver et ils ont fui une semaine après, le 25 décembre. Joyeux Noël. Mais ça reste très loin d'être intéressant, car à ce moment aux États-Unis, Netflix sera encore en train d'exploiter les aventures de Clive Booth, la suite de Once Upon a Time in Hollywood, en IMAX, ce qui priverait donc Dune des salles IMAX lors de sa première semaine à son tour. Autant vous dire que c'est pas idéal. Il ne risque pas en tout cas de se caler sur le 25, désormais occupé par Jumanji donc, mais aussi par la deuxième semaine d'Avengers. Ouch. Voilà, à cette date, il y a le troisième Angry Birds. Salut mon pote. Option 2, aucune voiture ne dévie et c'est le choc, c'est le plus probable. Bon, la métaphore ne marche pas trop car même si les deux films sortent le même jour, je ne doute pas qu'ils vont quand même cartonner tous les deux. Rappelons-nous que c'est potentiellement la date la plus lucrative de l'année et que ces deux films vont entrer dans une phase de marketing si intense qu'on va dégueuler du verre des sables et du multivers tout le mois de novembre. La question, c'est plutôt à quel point ils vont réussir à exploiter leur plein potentiel avec la concurrence qui fait péter le caisson de basse littéralement dans la salle d'à côté. Je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires, je ne lirai que les Infinity commentaires, donc ceux avec plus de 10 likes, une orthographe irréprochable et qui mentionnent Godzilla au moins 2 fois. Et si vous vous demandez ce qu'on recommande de voir la fameuse semaine du 16 décembre, on vous recommande Ship in the Box, le nouveau film de SF du boss Koreeda. Je l'ai pas encore vu, je sais qu'il a pas vraiment ri à Cannes, mais moi je suis comme Kevin Feige, j'ai encore de l'espoir. Et peut-être que vous vous demandez, mais en fait, c'est quoi l'IMAX ? Eh bien ça tombe bien, parce que l'ami Antoine a consacré une vidéo entière à ce sujet, qui est ma foi fort passionnante, certifiée Infinity Video. Salut ! Stop.